Dans les annales silencieuses mais tenaces des évasions de prison, là où les récits de forces brutes, de tunnels audacieux et de violentes mutineries dominent la mythologie carcérale, l'histoire de Gaspard Dubois demeure une anomalie, une légende murmurée avec un mélange de scepticisme et d'admiration. Condamné à une longue peine de 25 ans pour une affaire complexe de contrefaçon de documents botaniques et de biopiraterie, Gaspard n'était ni un criminel endurci ni un homme enclin à la violence. C'était un botaniste, un homme dont l'univers avait toujours été délimité par les parois de verre d'une serre et le cycle patient de la vie végétale. Ses mains, plus habituées au contact de la terre fraîche et des pétales délicats qu'à celui de l'acier froid des menottes, semblaient maladroites et déplacées dans l'environnement brutal du pénitencier de Roche-Grise, une forteresse de pierre et de désespoir perchée sur une falaise balayée par les vents. Les autorités le considéraient comme un prisonnier modèle, silencieux, effacé, ne causant jamais le moindre problème. Il participait sans se plaindre aux corvées, mangeait en silence, et passait le reste de son temps à lire des ouvrages de la modeste bibliothèque. Ils interprétaient son calme comme de la résignation, la défaite d'un intellectuel face à la réalité crue de l'incarcération. C'était une erreur de jugement colossale. Car derrière le regard placide et lointain de Gaspard, une intelligence méthodique et une connaissance encyclopédique du monde naturel élaboraient lentement, méticuleusement, un plan d'évasion. Un plan qui ne nécessiterait ni complice, ni armes, ni la moindre once de violence ou de bruit. Son unique outil serait une plante, une créature vivante qu'il ferait naître de la terre stérile de sa captivité, une forme de vie patiente et silencieuse dont le seul but serait de dissoudre les barreaux de sa cage. Son évasion ne serait pas une explosion, mais une germination. Les premières années de la détention de Gaspard furent un exercice magistral de patience et d'observation. Il devint un étudiant de son environnement carcéral, apprenant les rythmes immuables de la prison, les visages et les habitudes des gardiens, les angles morts des caméras de surveillance, les moments infimes de relâchement dans la discipline de fer qui régissait chaque seconde de leur existence. Il se fondit dans le décor avec un talent de camouflage qui aurait rendu fier n'importe quel insecte-feuille, devenant une partie si insignifiante du paysage humain de Roche-Grise qu'il en devint presque invisible. C'est cette invisibilité, cultivée avec soin, qui lui offrit sa première et unique opportunité. La prison, dans un effort cosmétique pour apaiser les critiques des organisations des droits de l'homme sur ses conditions de détention, maintenait une poignée de programmes de réhabilitation. L'un d'eux, et de loin le moins populaire, était l'entretien de la vieille serre de style victorien, située à l'extrémité la plus reculée du terrain de la prison. C'était une structure délabrée, une carcasse de fer forgé et de verre, dont de nombreuses vitres étaient sales ou brisées, une relique d'une époque plus optimiste où l'on croyait encore à la rédemption par le travail de la terre. La plupart des détenus l'évitaient comme la peste, préférant le bruit, la distraction et la camaraderie de l'atelier de menuiserie ou de la blanchisserie. Mais pour Gaspard, la simple mention de cette serre abandonnée sur un formulaire administratif fut comme un phare dans sa nuit. Il se porta volontaire avec une discrétion et une humilité qui ne trahissaient en rien l'excitation qui bouillonnait en lui. Après des mois de requêtes bureaucratiques qui se perdaient dans les méandres de l'administration, sa demande fut finalement acceptée, presque par lassitude et parce que personne d'autre ne voulait de ce travail. Le jour où il pénétra pour la première fois dans la serre fut une véritable résurrection. L'air était lourd, stagnant, mais incroyablement humide, chargé de l'odeur de la terre mouillée, de la décomposition végétale et de la vie dormante. La lumière, crue et grise à l'extérieur, était ici filtrée par les vitres crasseuses, baignant l'endroit d'une atmosphère irréelle, presque sacrée. C'était un monde en ruine, mais c'était son monde. Il y avait là quelques plants de tomates malades, des herbes aromatiques chétives qui luttaient pour leur survie, et une collection impressionnante de mauvaises herbes tenaces. Pour les gardiens, c'était une corvée sans intérêt. Pour Gaspard, c'était un laboratoire, un sanctuaire et le futur théâtre de son évasion. Il passa les semaines suivantes à remettre l'endroit en état avec un zèle qui força une admiration discrète de la part de l'administration. Il remplaça les vitres cassées par des morceaux de plexiglas de récupération, désherba les parterres avec une patience d'ange, et améliora le système d'irrigation de fortune. Il devint le gardien incontesté de ce petit lopin de terre. C'est en nettoyant une vieille armoire en métal rouillé dans un coin sombre et humide qu'il fit la découverte la plus cruciale de sa vie de prisonnier. Derrière des sacs de terreau éventrés et pétrifiés, il trouva une caisse en bois vermoulu contenant une collection de vieux catalogues de semences datant des années 70, des manuels de botanique jaunis et des herbiers oubliés. Il passa des nuits entières à les étudier en secret dans sa cellule, à la lueur blafarde du couloir, sa mémoire photographique absorbant chaque détail, chaque nom latin, chaque description. Il ne cherchait pas une fleur pour égayer son quotidien, mais une arme. Et dans un catalogue spécialisé dans les espèces exotiques et inhabituelles, entre une orchidée rare et un bonsaï millénaire, il trouva une entrée qui fit s'arrêter son cœur. Une plante grimpante originaire des jungles les plus profondes de Bornéo, décrite comme une curiosité botanique. Son nom commun était anodin, la vigne d'ombre de Sarawak, mais son nom scientifique, serpent causticus, le serpent corrosif, ne laissait aucune place au doute.
La description était succincte mais extraordinairement révélatrice. Plante vivace nécessitant une forte humidité et une chaleur constante. Sa sève, d'une couleur laiteuse et inodore, est extrêmement irritante au contact de la peau. Des études anecdotiques non confirmées, issues du folklore local, suggèrent qu'en présence de certains catalyseurs alcalins, elle acquiert des propriétés corrosives lentes mais puissantes sur les métaux ferreux. L'idée, jusque-là abstraite et flottante, prit une forme concrète, vibrante et terriblement dangereuse. Il ne s'agissait plus de rêver à la liberté, il s'agissait de la cultiver. La découverte de l'existence du serpent Costicu dans un catalogue oublié fut le catalyseur, mais la transformation de cette information en une possibilité réelle représentait un défi d'une toute autre ampleur. La seconde pièce du puzzle, et de loin la plus ardue, était de se procurer les graines de cette plante obscure et potentiellement dangereuse. Demander directement l'importation d'une vigne corrosive était évidemment hors de question. Il lui fallait un subterfuge, une manipulation psychologique si subtile et si bien exécutée que personne, jamais, ne pourrait remonter jusqu'à ses véritables intentions. Gaspard passa des semaines à élaborer sa stratégie, non pas comme un prisonnier, mais comme un botaniste étudiant un écosystème complexe, celui des interactions humaines au sein de Roche Grise. Il utilisa sa connaissance de la psychologie humaine autant que celle de la botanique. Il avait remarqué depuis longtemps que l'un des gardiens les plus âgés, un homme corpulent et asthmatique nommé M. Bernard, approchant de la retraite, passait souvent près de la serre lors de ses rondes, jetant des regards nostalgiques vers les plantes. Une conversation anodine, initiée par Gaspard sur la difficulté de faire pousser des tomates en milieu clos, révéla que Bernard était un jardinier amateur passionné et quelque peu frustré. Ce fut l'ouverture dont Gaspard avait besoin. Au fil des semaines qui suivirent, il cultiva cette relation naissante avec la même patience et le même soin qu'il accordait à ses semis les plus délicats. Il ne se précipita jamais. Il donnait à Bernard des conseils avisés pour son propre jardin, lui expliquait les subtilités de la taille des rosiers, lui offrait les plus beaux plants d'herbes aromatiques pour sa cuisine. Il devint, aux yeux du vieux gardien, le petit prodige de la serre, un détenu inoffensif avec un don presque magique pour faire pousser les choses. Il gagna la confiance de Bernard, une confiance précieuse, fragile, et qu'il allait devoir trahir. Le moment venu, Gaspard aborda le sujet avec une fausse timidité, une hésitation savamment calculée. Il expliqua à Bernard qu'en étudiant les vieux catalogues, il avait découvert des références à des variétés anciennes de légumes et de fleurs qui étaient sur le point de disparaître, un patrimoine botanique en danger. Il lui parla avec une passion feinte de l'importance de préserver la biodiversité, même à l'échelle modeste d'une serre de prison. Il proposa, avec l'enthousiasme d'un véritable passionné, de lancer un projet de conservation à Roche Grise. L'idée séduisit immédiatement Bernard, qui y vit une belle histoire à raconter à ses futurs petits-enfants, une dernière bonne action, un petit legs positif pour couronner une carrière morne et sans éclat. Encouragé par cette première réussite, Gaspard dressa une liste d'une dizaine de plantes, toutes des variétés inoffensives et parfaitement plausibles pour un tel projet. Une ancienne tomate italienne cœur de bœuf refiamante, une variété de lavande provençale oubliée, un haricot grimpant rustique du Pays Basque. Et, noyé au milieu de cette liste innocente, une ligne discrète, Viti imbratica, vigne d'ombre de Sarawak, une plante grimpante ornementale rare pour les zones peu éclairées de la serre. Viti imbratica était le nom commun le plus obscur et le plus anodin qu'il avait pu trouver dans ses recherches pour le serpent Costicu. Il paria sur la paresse de l'administration et sur le fait que personne ne prendrait le temps de vérifier la correspondance scientifique d'une plante d'apparence si banale. Bernard, fier de son protégé et de son projet, présenta la liste à la direction de la prison. Comme Gaspard l'avait prévu, la requête, portée par un gardien respecté et concernant une activité jugée bénéfique pour l'image de l'établissement, fut approuvée sans le moindre examen approfondi. La commande fut passée auprès d'un fournisseur spécialisé dans les semences rares, une petite entreprise familiale contactée par courrier, qui ne posait pas de questions. L'attente des graines fut une torture psychologique pour Gaspard. Chaque jour, il redoutait qu'une vérification de dernière minute, un doute, un simple hasard, ne révèle la supercherie. Enfin, après 3 semaines qui lui parurent une éternité, un petit colis cartonné, banal, arriva à la prison. Bernard le lui apporta en personne dans la serre, tout sourire, fier de lui. À l'intérieur, plusieurs petits sachets de papier, soigneusement étiquetés. Gaspard les ouvrit un par un, son cœur battant à tout rompre, ses mains légèrement tremblantes, jusqu'à trouver celui portant la mention Viti imbratica. Il y avait là 5 petites graines noires, pas plus grosses qu'une tête d'épingle, d'apparence insignifiante et inoffensive. Personne d'autre n'aurait pu deviner que ces 5 points minuscules, reposant dans la paume de sa main, contenaient la promesse de la liberté et le pouvoir de dissoudre l'acier. La possession des graines n'était que le début de l'entreprise la plus délicate et la plus périlleuse de la vie de Gaspard. Faire germer et croître le serpent Costicu au vu et au su de tous, au sein même de l'environnement contrôlé de la prison, sans que personne ne se doute de sa véritable nature,
exigeait une maîtrise consommée de l'art de la dissimulation horticole. Chaque décision, chaque geste, devait être pesé et calculé. Il choisit l'emplacement avec un soin infini, après des jours d'observation des jeux d'ombre et de lumière dans la serre. Il opta pour un coin reculé, presque oublié, derrière un groupe dense de plants de haricots grimpants qu'il avait plantés des semaines auparavant spécifiquement pour servir de paravent naturel. La lumière y était diffuse, jamais directe, et l'humidité constante grâce à une fuite qu'il avait lui-même discrètement oublié de réparer sur un tuyau d'arrosage. Les conditions étaient idéales. Il prépara un pot spécial, pas trop grand pour ne pas attirer l'attention, mélangeant la terre de la serre avec des nutriments spécifiques qu'il avait réussi à créer en compostant discrètement certains déchets organiques de la cantine. Il savait, grâce à ses lectures, que cette espèce particulière nécessitait un sol riche en oligo-éléments spécifiques pour développer la pleine puissance de sa sève. Il planta 3 des 5 graines, gardant précieusement les 2 autres en réserve en cas d'échec, comme une police d'assurance contre le désespoir. La période de germination fut une épreuve pour ses nerfs. Chaque matin, en arrivant à la serre, son premier regard était pour le pot caché, son cœur oscillant violemment entre l'espoir fou et la peur panique d'un échec. Au bout de 10 jours interminables, une minuscule pousse d'un vert presque phosphorescent perça la surface de la terre. Gaspard ressentit un soulagement si intense qu'il faillit en avoir le vertige et dut s'appuyer contre l'établi. C'était la vie, sa vie, qui commençait à germer. La plante grandit vite, mais discrètement, comme si elle comprenait la nécessité de la clandestinité. Ses feuilles, d'un vert très sombre avec des nervures presque noires, ne ressemblaient à aucune vigne commune. Elles avaient une texture cireuse, presque artificielle, et semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Pour détourner l'attention, Gaspard la palissa habilement au milieu des tiges volubiles de ses haricots, la rendant presque invisible à un œil non averti. Il devint le gardien paranoïaque de son secret, redoutant chaque inspection, chaque visite inopinée. Il apprit à travailler tout en gardant toujours un œil sur la porte, prêt à dissimuler son activité d'un geste anodin. Parallèlement, il devait se procurer le 2e ingrédient de sa formule alchimique, le catalyseur alcalin. Ses recherches lui avaient appris que la sève avait besoin d'une base forte pour activer ses propriétés corrosives. Il n'eut pas à chercher bien loin. Le savon de lessive industriel utilisé par les détenus, une pâte jaunâtre et grossière distribuée en bloc, contenait une quantité suffisante d'hydroxyde de sodium. Chaque semaine, il parvenait à subtiliser un minuscule fragment de son bloc de savon, un copeau si petit que sa disparition passait inaperçue. Il cachait ces fragments dans le double fond d'une boîte d'allumettes vide, accumulant lentement son stock de réactifs. Après plusieurs mois de croissance patiente, la plante commença à produire de petites fleurs discrètes, d'un blanc cireux, qui se transformèrent bientôt en baille. Les baies, d'abord vertes, mûrirent pour prendre une couleur rouge sombre, presque noire, de la taille d'un grain de poivre. Gaspard savait, par instinct et par connaissance, que c'était le signe. Le signe que la sève avait atteint sa concentration maximale. La plante, son arme silencieuse, était enfin prête. Chaque jour, il la soignait, l'arrosait, la protégeait, développant avec elle une relation étrange et secrète. Cette créature végétale, née de la ruse et de la patience, était devenue sa complice, son unique allié dans ce monde de pierre et d'acier. Avec la maturation des bailles du serpent Costicu, le plan de Gaspard entra dans sa phase la plus active et la plus dangereuse. Le travail ne se limitait plus à la serre, il devait désormais s'étendre au cœur même de sa captivité, sa propre cellule. Chaque nuit, après l'extinction des feux, lorsque la prison était plongée dans un silence relatif seulement troublé par les toux, les ronflements et les cauchemars des autres détenus, Gaspard se transformait en alchimiste. Son laboratoire était le sol froid de sa cellule, ses instruments les objets les plus rudimentaires. Le processus était un rituel secret, exécuté avec une précision et une concentration extrême. Tout commençait à la fin de sa journée de travail à la serre. Avant de partir, il cueillait avec une précaution infinie 2 ou 3 des petites baignoires. Il les cachait dans le revers de l'ourlet de son pantalon, un endroit que les fouilles superficielles à la sortie de la zone de travail ne détectaient jamais. De retour dans sa cellule, il attendait. L'attente était la partie la plus difficile, une lutte contre l'anticipation et l'anxiété. Il devait attendre le passage de la dernière ronde des gardiens, vers minuit, un moment qu'il avait chronométré des centaines de fois. Une fois le bruit des bottes s'éloignant dans le couloir, son travail commençait. Il disposait sur le sol une feuille de papier volée à la bibliothèque pour protéger le béton et ne laisser aucune trace. Son mortier était une vieille tasse en métal ébréché, son pilon le manche de sa brosse à dents, qu'il avait patiemment aplati et arrondi à une extrémité en le frottant pendant des semaines sur le sol de sa cellule. Il plaçait les baies dans la tasse et les écrasait lentement, sans bruit. Un liquide laiteux, épais et visqueux, s'en échappait. C'était la sève, son précieux réactif. L'odeur était à peine perceptible,
une senteur végétale légèrement âcre qu'il masquait en gardant un morceau de savon parfumé près de sa couchette. Ensuite, il sortait sa réserve de copeaux de savon de lessive. Il en prélevait une quantité infime, l'équivalent d'un ongle, et l'ajoutait à la sève dans la tasse. C'était le moment le plus délicat. Il mélangeait les deux composants avec l'autre extrémité de sa brosse à dents, taillée en une fine spatule. La réaction chimique était lente et silencieuse. La sève blanche et le savon jaune se combinaient pour former une pâte grisâtre, épaisse et légèrement granuleuse. Il n'y avait ni fumée, ni bulle, ni chaleur. Seule une observation attentive aurait pu déceler le changement de texture. La cible de cette alchimie clandestine était la fenêtre de sa cellule. Elle était petite, haute et barrée par deux épaisses barres de fer verticales, scellées directement dans le cadre en pierre. Ces barres étaient son obsession, le symbole matériel de son emprisonnement. Il avait choisi de concentrer ses efforts sur la base de la barre de gauche, là où elle s'enfonçait dans la pierre du mur. C'était le point le plus difficile à inspecter pour les gardiens et le plus susceptible de céder. Chaque nuit, il trempait son doigt dans la pâte corrosive. Il grimpait sur sa couchette, se hissant pour atteindre la base de la barre. Et là, dans l'obscurité quasi totale, il appliquait méticuleusement la mixture sur le métal. Il l'étalait en une fine couche uniforme sur une section d'environ 2 cm, juste à la jonction avec la pierre. Le contact avec la peau nue était risqué, il le savait. La sève pure était déjà irritante, mais le mélange l'était encore plus. Il sentait un léger picotement, mais il l'ignorait. Après l'application, il nettoyait la tasse et ses outils improvisés avec une méticulosité obsessionnelle, utilisant un chiffon humide qu'il cachait sous son matelas. Il effaçait toute trace de son travail, ne laissant derrière lui que cette petite tache de pâte grisâtre qui séchait lentement sur le fer, rongeant le métal atome par atome, dans le silence de la nuit. Ce rituel se répéta nuit après nuit, pendant des semaines, puis des mois. C'était un travail de patience et de foi. Au début, il ne voyait aucun résultat visible. La peinture noire qui recouvrait les barreaux cloquait à peine. Mais il persévéra, convaincu que sous la surface, son allié végétal menait une guerre silencieuse contre l'acier. Le temps, en prison, est une entité étrange et malléable. Il peut s'étirer en une éternité insupportable ou se contracter en une routine abrutissante. Pour Gaspard, le temps devint son complice, un allié indispensable à son projet. L'action de son acide végétal était conçue pour être lente, insidieuse, presque géologique dans son rythme. Un processus rapide aurait été trop visible, trop bruyant. Seule une corrosion patiente, étalée sur des centaines de nuits, pouvait garantir le secret et le succès de son entreprise. Il entra dans une routine d'une discipline de fer. Le jour, il était le jardinier modèle, s'occupant de ses plantes avec un soin affectueux, discutant aimablement avec le gardien Bernard de la floraison des géraniums. La nuit, il devenait un saboteur silencieux, menant une guerre d'usure contre la structure même de sa prison. Les mois passèrent, se transformant en une année complète. Il vit les saisons changer à travers les vitres de la serre et la petite ouverture de sa cellule. Il vit la neige de l'hiver s'accumuler sur le rebord de sa fenêtre, gelant presque la pâte qu'il appliquait. Il vit le dégel du printemps, les pluies qui lavaient les murs extérieurs, et la chaleur étouffante de l'été qui faisait sécher sa mixture presque instantanément. Chaque jour qui passait était une petite victoire, un pas de plus vers son objectif. Psychologiquement, l'épreuve était immense. Il y avait des jours de doute profond, où il fixait la barre de fer, ne voyant aucun changement, se demandant s'il n'était pas fou, s'il ne gaspillait pas son énergie dans une fantaisie botanique. Il luttait contre le désespoir, puisant sa force dans la croissance silencieuse de son serpent causticu dans la serre, qui continuait de produire fidèlement ses baies sombres. Cette plante était le miroir de sa propre détermination, discrète, tenace et mortellement efficace sur le long terme. Les inspections de cellules étaient des moments de terreur pure. Même s'il était méticuleux dans son nettoyage, il craignait toujours qu'un gardien plus ailé que les autres ne remarque la texture légèrement granuleuse à la base de la barre, ou l'odeur végétale persistante. Mais sa réputation de détenu modèle jouait en sa faveur. Les fouilles de sa cellule étaient toujours superficielles, routinières. Personne ne s'attendait à ce que l'inoffensif jardinier soit en train de dissoudre sa propre cage. Vers le 8e mois, il observa le premier signe tangible de progrès. En appliquant la pâte, son doigt sentit une légère rugosité sur le métal, là où il avait toujours été lisse. La peinture avait disparu depuis longtemps, et le fer lui-même commençait à présenter une texture poreuse, comme une pierre ponce. C'était une sensation presque imperceptible, mais pour Gaspard, ce fut un moment d'euphorie pure, une validation de tous ses efforts. Il redoubla de prudence, appliquant parfois une fine couche de poussière ou de crasse sur la zone pour masquer tout changement de couleur. Au bout d'un an, presque jour pour jour après la première application, il décida qu'il était temps de tester la solidité de la barre.
Son cœur battait si fort qu'il craignait que tout le quartier cellulaire ne l'entende. Après sa routine nocturne, il attendit encore 1 heure. Puis, se hissant sur sa couchette, il agrippa la barre à 2 mains et exerça une pression latérale, doucement d'abord, puis avec plus de force. Il n'y eut pas de bruit, pas de grincement. Juste une sensation étrange, un léger mouvement, une flexibilité anormale là où il n'aurait dû y avoir qu'une rigidité absolue. Il relâcha sa prise, le souffle coupé. Il recommença, poussant plus fort. Il sentit le métal céder, se tordre silencieusement sous la pression de ses mains. La base de la barre, rongée de l'intérieur, n'était plus qu'une coque fragile. Il avait réussi. La guerre silencieuse était gagnée. La porte de sa cage était, sinon ouverte, du moins déverrouillée. Il lui faudrait encore quelques semaines pour affaiblir complètement le métal, mais il savait maintenant que sa liberté n'était plus un rêve, mais une certitude botanique. Les 3 semaines qui suivirent sa découverte furent les plus longues et les plus tendues de toute sa vie. La connaissance que la liberté était à portée de main était un fardeau aussi lourd que l'espoir qu'elle suscitait. Chaque jour était une lutte pour maintenir une façade de normalité, pour continuer à jouer son rôle de jardinier docile alors qu'une tempête d'anticipation faisait rage en lui. Il continua son rituel nocturne, non plus avec la foi aveugle du début, mais avec la précision d'un artisan qui apporte la touche finale à son chef-d'œuvre. Il affaiblit la barre jusqu'à ce qu'il puisse la faire bouger de plusieurs centimètres d'un simple effort de la main. Il fit de même avec une application accélérée, sur la seconde barre, qui céda plus rapidement, n'ayant pas à supporter le même poids structurel. Il choisit sa nuit avec le soin d'un stratège. Une nuit de nouvelle lune, à la fin de l'été, où une tempête était annoncée. Le vent et la pluie couvriraient les bruits qu'il pourrait faire, et l'obscurité serait son meilleur camouflage. La veille, il fit ses adieux silencieux à la serre. Il regarda une dernière fois son serpent causticu, qui grimpait maintenant le long du mur du fond, une masse de feuilles sombres et luxuriantes. Avec une étrange tristesse, il détruisit la plante, la déracinant et l'enterrant profondément dans le tas de compost pour qu'on ne puisse jamais l'identifier. Il ne pouvait laisser derrière lui l'arme de son crime. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il attendit, le cœur battant au rythme des gouttes de pluie qui commençaient à frapper la vitre. À 2 heures du matin, au plus profond de la nuit et de la tempête, il passa à l'action. Il enroula ses couvertures autour des barres pour étouffer le moindre son et, avec une force contenue, il les tordit jusqu'à ce qu'elles cèdent complètement à leur base. Il les retira de leur logement supérieur et les posa sans un bruit sur son lit. Le trou béant de la fenêtre était une invitation. Le vent et la pluie s'engouffrèrent dans sa cellule. Il attacha son drap, qu'il avait tressé en une corde rudimentaire, à la base restante de l'encadrement. Il enfila une veste sombre qu'il avait volée à la blanchisserie et, sans un regard en arrière, il se glissa par l'ouverture. La descente le long du mur de pierre fut terrifiante mais brève. Une fois au sol, il n'était pas encore libre. Il se trouvait dans la cour intérieure de la prison. Mais c'était un terrain qu'il connaissait par cœur. Il utilisa les ombres, se déplaçant le long des murs, passant d'un angle mort à un autre, une connaissance acquise au fil d'années d'observation. Il atteignit le mur d'enceinte près de la serre, à l'endroit le plus éloigné du poste de garde principal. C'est là que se trouvait la dernière pièce de son plan. Au fil des mois, il avait utilisé les outils de la serre pour creuser discrètement, sous un tas de compost, les fondations du mur. Il n'avait pas creusé un tunnel, mais simplement affaibli la base, enlevant quelques pierres, créant une ouverture juste assez grande pour qu'un homme puisse se faufiler. Le tas de compost masquait parfaitement son travail. Il dégagea l'ouverture et se glissa de l'autre côté. Il était dehors. L'air n'avait jamais été aussi frais, aussi pur. Il ne courut pas. Il marcha, s'enfonçant dans la forêt qui bordait la prison, un environnement où il se sentait plus chez lui que n'importe où ailleurs. Le lendemain matin, l'alarme retentit. On découvrit la cellule vide, les barreaux posés sur le lit. L'enquête qui suivit fut un gouffre d'incompréhension pour les autorités. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune aide extérieure, aucun gardien corrompu. La seule chose qu'ils trouvèrent fut une analyse de la base des barreaux qui révéla une corrosion chimique d'un type inconnu, une dégradation moléculaire qu'aucun de leurs experts ne put expliquer. Gaspard Dubois, lui, avait disparu. Il était devenu un fantôme, retourné à la nature. Certains dirent qu'il avait rejoint une tribu isolée en Amazonie, d'autres qu'il vivait en ermite dans une chaîne de montagnes reculées. Personne ne le revit jamais. Il laissa derrière lui le mystère d'une évasion impossible, une évasion non pas forcée, mais cultivée, prouvant que les murs les plus épais et les barreaux les plus solides ne peuvent rien contre la patience silencieuse et la puissance insoupçonnée de ce qui pousse.